Mes chers collègues, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Valérie Bacot et son conseil, maître Nathalie Tomasini, qui sont accompagnés également de maître Iris Pajot. Je vous remercie, mesdames, d'être parmi nous ce matin. Je rappelle que notre réunion fait l'objet d'une retransmission en direct sur le site internet du Sénat et donc elle sera disponible par la suite en vidéo à la demande. Valérie Bacot, vous êtes l'auteur de Tout le monde savait, un livre témoignage publié le 12 mai dernier. Dans ce livre aussi poignant que glaçant, vous faites le récit terrifiant de votre vie, celle d'une femme battue, violée et forcée à se prostituer par celui qui fut d'abord votre beau-père avant de devenir votre mari. Le 13 mars 2016, vous mettez fin à 24 années de calvaire en tuant votre bourreau, un crime pour lequel vous encouriez la perpétuité. Mais à l'issue de 5 jours de procès, le tribunal de Saône-et-Loire vous a condamné le 25 juin 2021 à une peine de 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, si bien que vous êtes ressorti libre du tribunal, après avoir déjà effectué 1 année en détention provisoire. Maître Tomasini, merci à vous, madame, d'être là et de venir témoigner, parce que c'est pas facile souvent de témoigner devant des assemblées de parlementaires, des sénateurs ou des députés. Et au Parlement, ça revêt un caractère différent peut-être de ce que vous avez pu connaître jusqu'alors. Maître Tomasini, vous êtes l'avocate de Valérie Bacot, que vous avez défendue aux côtés de votre consoeur, maître Janine Bonagiunta. Bravo. Vous aviez, je n'ai pas d'origine corse, donc j'ai bloqué un petit peu sur ce nom. Vous aviez défendu Jacqueline Sauvage, victime de violences conjugales, graciée en 2016 par le président de la République pour le meurtre de son mari violent. Vous êtes co-auteur avec votre consoeur maître Bonagiunta d'un livre intitulé « Une défense légitime » publié en 2020. Votre cabinet est spécialisé dans la défense des victimes de violences et de harcèlement, notamment pour les cas de violences conjugales et intrafamiliales. Vous combattez régulièrement la notion de syndrome d'aliénation parentale, qui décrédibilise la parole des mères qui dénoncent les violences commises par leurs conjoints ou ex-conjoints sur leurs enfants. Vous avez également permis la reconnaissance du syndrome de la femme battue lors du procès de Valérie Bacot. Ah, justement, voilà. Avec la prise en compte de ce syndrome, vous prenez la prise en considération des mécanismes complexes, psychiques et psychiatriques qui permettent d'expliquer ce qui se passe dans la tête d'une femme battue depuis des années qui en vient à tuer son agresseur. Donc je vais d'abord laisser la parole à Valérie Bacot pour qu'elle nous fasse part de son témoignage et des obstacles qu'elle a rencontrés, comme malheureusement de nombreuses femmes victimes de violences, pour réussir à s'échapper de cette situation et porter plainte. Afin aussi qu'elle nous dise quels sont aujourd'hui ses projets et comment la vie peut continuer après toute cette détresse et cette violence. Je donnerai ensuite la parole à maître Tomasini afin qu'elle développe les implications juridiques de ce procès, son combat en faveur des femmes victimes de violences, ainsi que les évolutions souhaitables de notre législation en matière de lutte contre les violences conjugales. Donc nous sommes ici au sein de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité, qui est composée d'hommes et de femmes engagés sur ces thématiques. Et je remercie, j'en profite pour remercier Valérie Boyer qui nous a mis en contact et par laquelle nous avons organisé cette audition. Merci, chère Valérie. Et je souligne l'engagement des nouvelles et nouveaux sénateurs pour ces sujets-là au quotidien, dans l'hémicycle et dans leurs territoires respectifs. Je vois que Laurence Cohen est un pilier de cette délégation, puisque j'ai surtout devant moi une assemblée de jeunes sénatrices, mais c'est vrai que Laurence Cohen était déjà là en 2014 lorsque je suis arrivée en tant que membre de la délégation sous la présidence de Chantal Joanneau, et je connais son attachement à faire progresser les valeurs d'égalité et les droits des femmes. Nous avons ces dernières années travaillé au moment du projet de loi de violence pendant de longs mois sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avons abordé d'autres sujets depuis,
Le dernier rapport en date, c'est Femmes et ruralité, en finir avec les zones blanches de l'égalité. Évidemment, tous les sujets concernant les femmes ont été brossés dans ce rapport et évidemment, la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, avec cette difficulté supplémentaire dans les territoires ruraux et globalement, on va dire quasiment 80% de la France se trouve dans une configuration rurale, avec les difficultés supplémentaires qui sont une réalité pour ces femmes, c'est-à-dire à la fois de mobilité, d'accès à l'information, d'accès à l'anonymat aussi lorsqu'on décide d'entrer en procédure. Et donc ma voix s'éraille et je vous cède donc immédiatement la parole en vous remerciant à nouveau d'être présente avec nous ce matin et je souhaite la bienvenue à notre collègue qui vient de nous rejoindre également. À vous, madame. Ah d'accord, excusez-moi. Merci d'abord de me laisser m'exprimer pour justement ce qui est mon combat pour moi et pour toutes les autres aussi. Ce qui est assez compliqué encore, j'avoue. J'ai vraiment honte de ce que j'ai fait. Et c'est vraiment compliqué pour moi d'avancer à cause de ça. Et ce qui m'a appris depuis que j'ai été en prison, le jugement qui m'a appris aussi beaucoup de choses, c'est ces syndromes que j'ai du mal que je comprends, que je réalise, mais que je me rends compte qu'il est toujours... je les ai toujours. Et c'est ce qui est le plus dur aussi de vivre avec. Parce que vous vous rendez compte maintenant de tout ce qui est cette emprise qui vous mange, mais à cette époque-là, je comprenais pas que j'avais une emprise ou quoi que ce soit. C'était plus la sensation que je devais faire ce qu'il disait, que s'il s'énervait ou que s'il était comme ça, que c'était à cause de moi. Et je faisais plus attention à m'auto-programmer comme lui voulait pour pas qu'il me maltraite et qu'il s'en prenne aux enfants. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appris et que j'apprends encore, mais que je n'arrive pas du tout à gérer. J'ai toujours mes habitudes comme si j'étais avec, de plier le linge comme il fallait que je le fasse, de surveiller derrière moi, vraiment des choses complètement ridicules que je me rends compte, mais que je vis toujours. Donc je me dis que ces syndromes, ils sont bel et bien là, mais le problème c'est que on n'arrive pas à les faire disparaître. C'est que je vis dans le présent, je pense au futur, mais intérieurement, je vis dans le passé. Donc c'est vrai que c'est très compliqué pour moi, et je remercie quand même au tribunal les psychiatres et les psychologues qui ont expliqué énormément de choses et que je me rends compte, et ça fait du bien quand même pour les personnes comme moi de les entendre, parce qu'on a plus cette sensation, comme je disais, que tout est à cause de moi et que je ne suis rien, quoi. Donc ça, c'est un travail énorme, et ça m'a beaucoup aidée. Et je pense surtout aux autres aussi. C'est que j'ai des gens dans la rue qui vont me dire « Ah, vous êtes courageuse et tout ça ». Et non, c'est moi, je ressens plus une honte. Une honte. Et je veux pas que les gens pensent que
Voilà, comme des fois on dit ah, vous êtes courageuse, c'est bien ce que vous avez fait. Mon Dieu, mais jamais j'aurais pensé que quelqu'un me dirait ça. Moi, c'est plus vraiment du mépris que j'avais déjà d'avant, mais que j'ai encore à cause de tout ça. Donc c'est vrai que mon but c'est vraiment de faire entendre tous ces syndromes, de faire réaliser les gens, déjà les personnes qui le vivent. Parce que le problème, c'est qu'on le vit, mais on ne le sait pas. On ne s'en rend pas compte. Et mon but avec tout ça, c'est vraiment de faire entendre les gens qui ne comprennent pas. Comme ça m'est arrivé d'entendre des gens me dire oh, si elle y retourne, c'est qu'elle y aime. Des choses comme ça, c'est très compliqué à encaisser, cette mentalité. Et j'espère pouvoir faire changer tout ça et faire entendre raison de ces syndromes qui existent réellement, mais que je pense que les gens ont du mal à les comprendre ou les assimiler. Et c'est vrai que ce que vous disiez, c'est que nous, en campagne, on a beaucoup moins d'aide, beaucoup moins de choses. Et c'est un de mes buts aussi, c'est d'arriver à faire avancer les campagnes. Parce il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et tout ça, mais dans les grandes villes. Et nous, on est un petit peu les derniers, voilà, on teste dans les grandes villes, après on voit si ça va, et après ça vient en campagne. Donc c'est vrai que mon but aussi, c'est de faire venir toutes ces aides dans les campagnes où beaucoup de monde sait, mais voilà, c'est peut-être la mentalité de la campagne aussi. C'est tout le monde sait, mais du moment que c'est pas chez nous, voilà, c'est pas notre problème. Donc c'est aussi cette mentalité que j'espère changer. Merci beaucoup. Vous avez un parcours difficile et prenez le temps, évidemment, pour nous relater ce que vous avez envie de nous relater. Vous avez été également victime très jeune d'agression dans votre famille à l'âge de 5 ans. Est-ce que vous avez, lorsque vous tentez de comprendre, est-ce que vous pensez que ce parcours de violence, finalement, et cette amnésie traumatique a contribué à ce que vous n'ayez pas la force aussi et que face à l'emprise, vous n'ayez pas non plus la possibilité de vous défendre. C'est-à-dire que c'était un parcours de violence très jeune, dans le cadre familial, dans cette enceinte qui aurait dû vous protéger. Comment réussissez-vous à appréhender ce parcours aujourd'hui? Quel regard portez-vous sur ce parcours? Mon regard, c'est vraiment que quand j'étais petite, je ne comprenais pas. C'est vrai. Et comme je n'avais pas de personnes à qui me confier, et même quand pour l'aîné, je ne l'ai jamais dit à personne, à part quand j'étais plus grande, parce que je commençais à comprendre, parce que lui me faisait des choses aussi quand j'avais 13 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce que j'avais vécu petite avait un lien aussi. Mais vous avez plus, comme vous avez personne autour, et même quand il avait été en prison, personne m'a expliqué, personne m'a fait comprendre si c'était bien, si c'était pas bien, m'a dit tiens, ça se fait pas, ou choses comme ça. J'étais vraiment dans la totale ignorance, parce que personne n'a été capable de me dire une seule fois ah voilà, ce qui s'est passé, c'est comme si, c'est comme ça ne doit pas se faire. Jamais personne me l'a dit. Du coup, j'ai grandi, et comme ma mère me faisait ressentir que c'était ma faute, bah, du coup, vous vivez avec une chose en vous disant que ce que votre frère vous a fait, comme elle disait, c'est pas grave, c'est en famille. Vraiment comme si c'était ma faute. Et quand j'ai été adolescente, quand les autres choses se sont passées,
toujours pareil, ma faute. Et du coup, vous le pensez, vous faites tout le contraire pour qu'elle vous en veuille pas. Du coup, vous vivez dans une façon de penser qui est totalement illogique et pas normale du tout. Mais le problème, c'est que je m'en suis rendu compte quand j'étais en prison de toutes ces choses-là. C'est ça qui est compliqué. Et du coup, je me suis toujours dit, elle n'a jamais rien fait pour moi, il n'y a jamais eu personne pour m'aider ou pour me faire comprendre, que du coup, j'ai élevé mes enfants totalement. Elle m'a aidée pour une chose, c'est de faire totalement le contraire d'elle. Donc c'est vrai qu'on est très ouvert, je veux pas qu'il y ait de mensonges, je suis à l'écoute de tout et n'importe quoi. Voilà, je les ai élevés d'une façon totalement différente parce que je ne veux surtout pas qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Même s'il y a une part de moi qui m'en veut énormément parce que je les ai autoprogrammés comme lui m'a autoprogrammé. Et ça, je m'en veux énormément. Mais c'est ça, c'est peut-être la seule chose qu'elle aura fait. C'est grâce à tout ce que j'ai vécu, j'ai fait totalement l'inverse parce que c'est hors de question que mes enfants vivent comme ça. Et c'est hors de question qu'il y ait une autre personne, que ce soit n'importe quelle personne, des femmes, des enfants, des hommes, des personnes âgées, des jeunes, des handicapés, n'importe quelle personne, je ferai tout pour aider cette personne à ne pas vivre ce que j'ai vécu. Et c'est ça mon but. Et j'en ai besoin pour moi-même, en quelque sorte, me réparer. Me dire, j'ai aidé quelqu'un, elle ne va pas vivre la même chose. Et moi-même, intérieurement, je me dis, tiens, au moins elle sera heureuse. Et comme quoi je peux être quelqu'un de bien. Parce que c'est toujours la recherche. C'est que j'ai toujours cette emprise de dire que je suis rien et tout ça. Et me dire, j'ai fait quelqu'un de bien, je suis capable de faire quelque chose de bien. C'est un besoin pour essayer d'arriver à me reconnaître et à me dire, je suis quelqu'un de normal. Merci beaucoup. Évidemment, vous avez été trahi par votre cercle familial. Vous n'avez pas été aidé par finalement l'institution, l'État, l'institution, la société dans son ensemble. Et ce sont des années de violence et de maltraitance et d'agression physique et sexuelle qui, c'est vrai, lorsqu'on vous entend, et vous l'avez répété à plusieurs reprises, parler de honte, non, on ne peut pas imaginer, nous, évidemment, que vous deviez... vous ne devez absolument pas porter ce sentiment de honte, puisque vous avez été courageuse, vous avez voulu aussi protéger vos enfants. Donc je ne vais pas être plus longue, parce que je pense que mes collègues auront des questions à vous poser et je ne voudrais pas les en priver. Je vais passer la parole à moins que vous souhaitiez rajouter quelque chose sur peut-être l'avenir, comment vous imaginez cet avenir, puisque ça faisait partie des questions que j'ai posées dans mon propos liminaire, sur peut-être aussi le regard que portent vos enfants sur votre parcours, puisqu'ils sont peut-être aussi en âge maintenant d'avoir un regard et une admiration qui peut-être vous porte, parce que vous avez un parcours hors norme. Heureusement que c'est hors norme d'ailleurs, mais ces enfants, ils vivent avec une mère à un parcours de violence. Donc comment aujourd'hui vous vivez pour eux et comment ils voient leur mère? Et après je passerai la parole peut-être à Maître Tomasini. On va tous très bien. Et du coup, c'est le principal. Ils me voient tous. Enfin, on a une façon de voir. Ils me voient comme une mère normale. Je veux dire, il n'y a pas de différence. Notre but à nous tous, parce que je veux dire, c'est mon combat à moi. Ils savent que j'en ai besoin, mais c'est leur combat à eux aussi. C'est qu'ils sont très investis. Aussi là-dedans, comme pour leur travail, comme pour en dehors du travail,
ils ont un besoin de se dire on peut aider les autres personnes aussi. C'est que quand on va voir dans la rue qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on a on a le sens de voir les problèmes et on sait quand une femme est maltraitée. Et du coup, on se sent tellement impuissant, c'est qu'on a vraiment l'objectif de comment est-ce qu'on peut faire, voilà, comment aborder la chose, comment faire rentrer et tout. Donc ils sont vraiment dans le même combat que moi. Ma fille, c'est vrai que elle a un caractère, elle veut pas être comme moi j'ai été, soumise. Donc c'est vrai qu'elle a un bon petit caractère. Donc voilà. Et mes enfants, les garçons, eux, c'est plus l'inquiétude d'être comme lui. Donc du coup, ils sont plus à faire attention, à être, voilà, toujours être gentils et tout ça, parce que c'est un petit peu une hantise d'avoir peur d'être pareil. Donc ils font tout l'inverse. Ils font un peu comme moi j'ai fait avec ma mère. Ils font tout l'inverse justement. Et c'est pour ça que le combat de me faire entendre et de faire rentrer pour aider les autres personnes qui vivent la maltraitance, ils sont à 100% avec moi justement pour m'aider à le faire parce qu'ils en ont besoin. Alors, on l'a dit, il y a eu la protection de l'enfance a échoué, l'État a échoué à vous protéger, l'institution a échoué à vous protéger. Les gendarmes. Les gendarmes ont échoué à vous protéger. On a fait le bilan cette année, et peut-être Maître Tomasini reviendra là-dessus, sur la session précédente, on a fait le bilan de l'application de la loi sur la prostitution. Voilà, il y a une loi qui existe. Quel regard portez-vous sur l'état de la loi? Peut-être, ce sera peut-être plutôt Madame Tomasini, Maître Tomasini qui répondra, ou est-ce que là aussi les gens savaient et les clients savaient forcément, mais est-ce que là aussi l'institution voilà, a échoué, et comment elle a échoué surtout? Peut-être, si vous préférez ne pas répondre, ce sera peut-être Maître Tomasini, mais je vous laisse éventuellement répondre à cette... Oui, juste rappeler qu'ils n'ont rien fait, alors que des maires savaient très bien. Et comment ça bascule, et comment tout ça bascule aussi après dans la prostitution? Merci, Madame. Oui, c'est vrai que j'ai essayé de le dire plusieurs fois à plusieurs personnes. Il y avait une personne qui venait 2-3 fois, qui était de sa famille, et que je lui en ai parlé. Et du coup, cette personne, elle n'est jamais revenue, tout simplement. Donc, je l'ai pris comme un abandon aussi. Quand j'ai essayé de travailler, voilà, le maire, je lui ai dit, justement, je lui ai fait, on ne le dit pas franchement parce qu'on a peur aussi des réprimandes, mais on le fait sous-entendre. Et je me souviens qu'il m'avait dit oh, vos histoires de famille, ça me regarde pas, vous débrouillez, c'est pas mon problème. Donc voilà, des choses comme ça, comme les enfants quand ils ont été voir les gendarmes, ça a été la même chose. La première personne là a fait des recherches, mais n'a pas daigné écrire ses recherches. Donc pour moi, je trouve ça... Enfin voilà, si on fait notre travail, il faut le faire correctement. Donc c'est vrai que... Voilà. Et ils avaient appris des choses qu'ils ne savaient pas. Donc je savais qu'ils l'avaient fait. Et ensuite, ils ont été à une autre gendarmerie qui était vers chez nous. Et là, ils se sont fait vraiment jeter comme des malpropres, que c'était des gamins, qu'ils avaient autre chose à faire, que s'il y avait quoi que ce soit, j'avais qu'à me déplacer, que c'était pas leur problème. Et il leur a dit, vous êtes des gamins, rentrez chez vous et occupez-vous de vos affaires. Voilà, c'était vraiment... Donc, du moment qu'on ne se sent pas aidé ou en sécurité, ça ne vous donne pas envie.
c'est... Voilà, parce que vous vous dites, si j'ai personne pour m'aider, bah comment je fais pour vivre? Comment je fais pour m'en sortir? Et quand vous avez une peur de mourir tout le temps, bah vous faites rien parce que vous savez ce qui peut vous arriver. Donc c'est vrai que l'abandon de tous les systèmes, même quand j'étais petite, du juge pour enfants, voilà, j'étais mineure et que ma mère encore jouait son grand jeu devant, et que voilà, on a écouté ma mère mais on m'a pas écouté moi. C'est là, je pense, le souci, c'est pourquoi on écoute les adultes et pas les enfants. Il y a ça aussi, c'est que si la mère ne se rend pas compte et n'est pas en état d'avouer, parce que c'est très dur de le comprendre et de le dire, c'est très très compliqué, parce qu'on a les sentiments comme les syndromes qui sont là et qui fait qu'on ne voit pas de la même façon que n'importe quelle personne qui ne subit pas ça. Et pourquoi ne pas entendre des enfants justement qui eux vont à l'école et comprennent peut-être un peu plus et arrivent à dire, comme j'ai appris au jugement, que mon dernier, le plus petit, avait dit justement à l'école que ça criait et qu'il n'était pas bien à la maison. Pourquoi elle n'a rien fait, cette personne? Et au jugement, j'ai appris qu'elle avait dit des choses qui sont totalement fausses. Et en plus, cette personne ose m'écrire des lettres de soutien juste avant le tribunal. J'ai du mal à comprendre les ambivalences des personnes de mon entourage. Parce que c'est quelqu'un que je voyais tous les jours quand même, quand je déposais l'enfant à l'école. Du coup, j'ai du mal à comprendre ces choses-là. Et c'est plein de choses comme ça que je me suis rendu compte et que je veux changer. C'est comme un gendarme, pour moi, il doit écouter, que ce soit un enfant ou un adulte. Du moment qu'on vient chez eux, c'est pas pour rien. C'est pas parce qu'on a envie de se promener, tiens, on va s'arrêter à la gendarmerie. Non, c'est qu'il y a quelque chose réel. Donc il faut prendre le temps de se faire entendre, d'être en sécurité pour dire la vérité et de savoir qu'il va y avoir quelque chose derrière. C'est vrai qu'il y a, pour la reconstitution, il y a eu quelque chose qui m'a vraiment choquée et que mon fils m'a dit longtemps après pour pas que ça m'énerve, mais j'avoue que ça m'énerve toujours autant. C'est qu'au moment de la reconstitution, qui était un endroit horrible pour nous, parce que c'est de refaire ces choses-là, c'est horrible. On fait déjà tout pour essayer d'y enlever dans sa tête et qu'on n'y arrive pas. On vit avec et il fallait tout refaire aux mêmes endroits, les mêmes choses et tout. C'était horrible. Et les gendarmes ont dit à mon fils, c'est bien chez vous parce qu'on avait le restaurant à côté et on avait le dessert et la pipe après. De dire ça à mes enfants le jour de la reconstitution, mais c'est une honte. J'aurais les noms de ces gendarmes, c'est clair que je porterai plainte contre eux. C'est ignoble. Il y a beaucoup de choses comme ça que je trouve ignobles. J'aurais des noms, c'est clair que je porterai plainte. C'est que du moment que vous êtes dans la loi, vous devez faire respecter la loi, il faut qu'elle soit dans les deux sens. Si même vous avez si on va à la gendarmerie et qu'on sent que la personne vous dit oh, vous l'avez cherché ou c'est pas bien grave, ou choses comme ça, comment voulez-vous qu'on s'ouvre à ces personnes-là? Il y a beaucoup de choses qu'il faut changer, qu'il faut remédier, parce que c'est pas possible d'avancer tant que les gens ont une mentalité spéciale. Qu'ils le pensent, c'est leur souci, mais je pense que du moment qu'ils sont aux heures de travail, il faut qu'ils pensent travail avec la loi, l'ordre, mais pas leur opinion. Et il y a beaucoup de travail là-dessus. Merci beaucoup. Vous pointez la difficulté de dénoncer. Aviez-vous connaissance d'associations dans cette ruralité? Je ne savais même pas ce que c'était. Ou de 39-19 ou de CIDFF ou de... Non, voilà. C'était ma dernière intervention. Voilà. Non, je l'ai appris beaucoup plus tard en travaillant le dossier,
Parce que nous, à la campagne, on n'a pas ces choses-là. Le vif, je l'ai appris au tribunal. Au tribunal, donc voilà. Et le numéro de téléphone, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, mais que je ne pouvais pas faire moi-même, étant donné que mon téléphone était... il avait la listing de tous mes appels, les jours, les heures, les numéros de téléphone et le temps que je mettais au téléphone. Donc pour moi-même, c'était impossible de pouvoir me servir. Je l'aurais su, j'aurais pas été capable, j'aurais pas pu le faire, que ce soit par Internet ou par téléphone. Parce que moi, j'étais même surveillée comme ça. Donc j'aurais jamais pu. Et c'est vrai que si vous pouvez pas sortir de chez vous, vous pouvez pas aller, même si vous connaissez une association, vous ne pouvez pas y aller. Donc c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui sont compliquées, qui peuvent marcher pour certaines, mais qui peuvent ne pas marcher pour d'autres, justement parce qu'on est tellement dans une bulle. Et je pense que c'est quelque chose qui est dans mes objectifs. Il faut qu'on arrive à comprendre comment on peut rentrer dans les noyaux des familles tout en étant discret. Et c'est vrai que j'ai rencontré une dame gendarme il y a quelques semaines, du coup, sur Paris, et ils ont fabriqué des petites cartes en code, en QR code, et j'ai trouvé ça très très intéressant. Et je dis voilà, discrètement, un QR code, ça ne peut pas trop... voilà, ça peut être discret, donc ça peut peut-être le faire. Et je lui ai demandé, je dis comment je peux faire pour faire venir ça dans notre campagne. Et ben, c'est le même souci, c'est en test, mais c'est que dans un secteur de Paris. Voilà, je dis mais quand est-ce que je pourrais faire pour que ça vienne chez nous? Parce que nous, la campagne, c'est très important, parce que tout le monde sait, mais tout le monde ne dit rien. Donc c'est vrai, quand on se dit, bah oui, voilà, on est connu là, faut pas le dire, et tout ça, du coup, quelque chose de discret pour s'ouvrir, pour parler. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on aura, elle m'a dit, pas avant des années, quoi, peut-être. Donc c'est plein de choses comme ça que j'espère faire avancer. Merci beaucoup pour votre témoignage qui est à la fois émouvant, glaçant et saisissant. Et c'est une leçon aussi de vie. Et je vais céder la parole à maître Nathalie Tomasidi, peut-être aussi en nous faisant un focus, parce que nous avons voté un certain nombre de textes pour lutter contre les violences intrafamiliales, conjugales. J'ai parlé à l'instant de la loi sur la prostitution. Donc peut-être, maître, nous dire si les choses avancent, vont dans le bon sens, et est-ce que le calvaire, tout ce parcours de vie, de souffrance de Valérie Bacot, est-ce que ça pourrait être encore possible aujourd'hui, puisque on démarre de la très jeune enfance jusqu'à la prostitution. Comment réussir à enrayer ces violences qui sont sur tous nos territoires, et on pense aussi aux territoires ultramarins quand on dit ça. À vous, maître. Merci Valérie Bacot pour ce témoignage. Alors merci Madame Billon. C'est toujours très difficile de parler après le témoignage que vient de nous livrer Valérie Bacot, qui est un témoignage fort, très fort et précieux. Alors je remercie bien sûr tout d'abord la délégation du droit des femmes et à l'égalité de nous avoir accueillis, Valérie Bacot et moi-même, dans cette enceinte. Je remarque tout de même que vous parlez d'égalité, Madame la Présidente, et que dans cette honorable assemblée, il n'y a pas d'hommes. Alors en très petite minorité. Bonjour monsieur et merci d'être là. C'est quand même regrettable, je tenais à le souligner. Merci particulièrement Madame Billon et Madame Boyer d'avoir invité Valérie aujourd'hui. Valérie Boyer, je la connais depuis 2016, depuis même avant l'affaire de Jacqueline Sauvage.
Et nous avons souvent travaillé de concert sur notamment l'élaboration de propositions de loi en faveur justement de la lutte contre les violences faites aux femmes, contre les féminicides et également en faveur des enfants maltraités et notamment de l'aliénation parentale et des problèmes liés à l'autorité parentale. Alors en ce qui concerne le procès de Valérie Bacot et surtout de son verdict qui a été rendu, vous l'avez rappelé, au mois de juin dernier, eh bien ce procès fera date pour moi et il a déjà fait date. 4 ans d'emprisonnement, vous l'avez rappelé Madame Billon, 4 ans d'emprisonnement dont 3 avec sursis. C'est une peine extrêmement clémente eu égard à la condamnation qu'encourait Valérie Bacot, puisqu'elle encourait perpétuité. Il y avait 2 circonstances aggravantes, la qualité de conjoint de Valérie et également la préméditation qui, je vous le rappelle, a tout de même été retenue au terme du procès et au terme de la décision. La préméditation a été retenue et nous avons eu cette peine clémente, je le redis, de 4 ans d'emprisonnement avec 3 ans de sursis. Donc pourquoi ce verdict fera date pour moi? Parce que c'est la première fois qu'on a eu le sentiment vraiment qu'une accusée victime, donc Valérie Bacot, qui s'était tue pendant plusieurs années, 24 ans, vous l'avez rappelé, c'est la première fois qu'on a eu le sentiment vraiment que cette accusée victime était non seulement écoutée, mais entendue par une cour d'assises et, je dirais même, par la société dans son ensemble. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis, j'allais dire, une douzaine d'années, une douzaine d'années, qui est d'ailleurs la date à laquelle j'ai créé mon cabinet entièrement dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Je pense qu'il y a eu tout de même une évolution notable des mentalités et surtout de la prise de conscience de la société qui s'est traduit pour le coup dans le cadre du procès de Valérie Bacot, qui s'est traduit enfin judiciairement. Je vous le rappelle, en 2012, nous avions défendu Alexandra Lange, qui avait été acquittée du meurtre de son conjoint violent sur le fondement de la légitime défense. À l'époque, la légitime défense avait été retenue parce que dans ce cas précis, dans cette affaire, les caractéristiques telles que définies, les critères de la légitime défense étaient réunis dans le cadre de la définition classique de la légitime défense, c'est-à-dire avec les critères de concomitance et de proportionnalité. Mais déjà à l'époque, cette affaire avait fait grand bruit puisque c'était une femme qui avait tué son conjoint et qu'elle avait été acquittée. Et à l'époque, nous avions déjà évoqué justement le sort très particulier de ces femmes battues pendant de longues années qui n'ont d'autre choix que de tuer leur conjoint violent pour ne pas mourir. Et j'avais même évoqué à l'époque, en 2012, l'affaire d'Angélique Lavallée. Donc c'était une jeune femme au Canada qui, lors d'une soirée, avec une énième violence, était passée à l'acte et avait tué son conjoint violent et avait été acquittée au Canada alors qu'elle avait tué cet homme de dos et que ni les critères de concomitance ni de proportionnalité n'avaient été respectés. Et sur quel fondement? Sur le fondement du syndrome de femme battue qui avait été évoqué par un expert spécialisé en victimologie à l'époque, en 90 au Canada. Donc cette affaire-là, je l'avais déjà évoquée en 2012, mais je dirais en surplus, puisque là, précisément, les critères de la légitime défense classique étaient réunis. Mais j'avais quand même parlé de cette affaire.
Et je me souviens très bien, c'était à l'époque Luc Frémiot qui était l'avocat général au procès d'Alexandra Lange. Et quand je lui avais parlé de cette affaire canadienne, il m'avait dit, écoutez, vous pouvez toujours l'évoquer, mais en France, on n'est pas prêt, on est très loin d'entendre ce genre de plaidoirie sur une potentielle présomption de légitime défense des femmes violentées ou même d'une légitime défense différée. Ça, c'était en 2012. Et puis en 2016-2017, il y a eu l'affaire de Jacqueline Sauvage. Et là, Jacqueline Sauvage, vous le savez, elle a été graciée à 2 reprises par le président François Hollande. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un bras de fer entre le pouvoir politique et l'institution judiciaire. Là encore, vous voyez bien qu'à partir du moment où on sortait légèrement de la définition de la légitime défense classique, avec un acte d'attaque, un acte d'agression et un acte de défense dans le même temps, et avec 2 actions proportionnelles, lorsqu'on est sorti du champ de cette définition, on a vu l'institution judiciaire se braquer et dire « mais qu'est-ce que c'est que ce concept de légitime défense différée ? Une femme, qu'elle soit battue ou non, reste un individu et un justiciable comme les autres, et on doit appliquer les textes qui existent. » Là, la question a tout de même été posée et la société a répondu. L'institution judiciaire s'est braquée, mais la société a tout fait pour que cette femme soit libérée parce qu'elle savait que la place de Jacqueline Sauvage n'était pas en prison. Et pourquoi je dis que le verdict de l'affaire de Valérie Bacot a changé les choses et marquera? Parce que là, on voit bien que c'est une cour de justice, une cour d'assises, qui va finalement rendre un verdict et s'autoriser à prendre en considération la personnalité particulière de cet accusé et surtout le syndrome dit de femme battue, c'est-à-dire un syndrome des signes cliniques qui ne permettent plus à cette femme qui a été battue pendant des années de prendre une décision finalement raisonnable que vous pourriez, comme moi, prendre. Cette femme n'a d'autres possibilités, n'a plus la capacité de prendre cette décision raisonnable et elle tue pour effectivement, non pas ne pas mourir elle-même, mais pour protéger aussi ses enfants. Alors, pourquoi ce verdict? Il y a plusieurs raisons à cela. D'une part, la Cour a considéré qu'avant d'être une accusée, je vous le disais, Valérie Bacot était une victime. Et ce, depuis l'enfance. Donc, ça a été une enfant maltraitée, vous l'avez rappelé, Madame Billon, battue, violée, battue par sa mère, violée par son propre frère, lorsqu'elle était une toute petite fille. Ça a été une jeune femme violée, puis violentée dans le huis clos conjugal. Elle sera violée dès 12 ans par son beau-père. S'en suivra plusieurs années de violences conjugales de toutes sortes, bien évidemment psychologiques, physiques, sexuelles. Et puis elle subira la violence ultime, donc la prostitution par son propre conjoint. Et puis qu'est-ce qui a été entendu par la Cour? Ce sont les dysfonctionnements du système police-justice et le fait que la société n'a pas pu protéger Valérie Bacot. Donc ces dysfonctionnements, ils ont été extrêmement nombreux. Nous avons d'ailleurs assigné l'État en responsabilité. La procédure est actuellement en cours. Très rapidement, il y a eu une correctionnalisation des faits de viol lorsque Valérie était donc une enfant de 12 ans. On est passé d'une infraction criminelle
à un délit et donc Daniel Pellet a été jugé devant un tribunal correctionnel. Je dirais qu'il y avait également dans la décision correctionnelle une absence de l'interdiction d'entrer en contact avec la victime qui n'avait pas été prononcée. Ce qui s'en est suivi, c'est bien évidemment l'inimaginable, c'est-à-dire également un permis de visite qui a été consenti par les autorités, estampillé République française, qui a donc autorisé Valérie Bacot à aller voir son propre violeur en détention avec sa mère. Il y a eu des carences de l'UDAF, qui était l'administrateur ad hoc à l'époque, qui représentait donc la petite Valérie Bacot lors du procès de Daniel Pellet devant le tribunal correctionnel. Pourquoi des carences? Parce que figurez-vous que ce Daniel Pellet avait été condamné tout de même à 40 000 francs, pardonnez-moi, à titre de dommages et intérêts à verser à sa victime, et que ces 40 000 francs n'ont jamais été sollicités d'une manière quelconque par l'administrateur, c'est-à-dire que c'est resté lettre morte. Personne ne sait ce que sont devenus, si tant est que l'administrateur ad hoc ait fait une quelconque voie d'exécution sur ces 40 000 francs. Il y a eu également des failles du parquet dont la fonction de protection à l'enfance de Valérie Bacot et bien d'autres dysfonctionnements, comme effectivement le fait que les enfants de Valérie Bacot se sont présentés devant une gendarmerie, même pas qu'une, plusieurs. Parce que, comme vous l'expliquez Valérie, elle ne pouvait pas, elle, à titre personnel, faire une démarche de ce type et pousser la porte d'un commissariat. Donc, ces enfants étaient plus libres qu'elle. Donc, effectivement, ils l'ont fait. Et ils n'ont pas été pris au sérieux. Ils ont dénoncé non seulement les violences, mais également la prostitution. Et ils n'ont absolument pas été pris au sérieux parce qu'ils étaient jeunes, adolescents, mais aucune enquête n'a été diligentée. Parce que la moindre des choses, c'est quand 3 enfants ou 2 viennent vous voir en disant « ma mère est violentée et mon père la prostitue », la moindre des choses, c'est d'enquêter pour voir s'il y a un fondement aux propos qui ont été évoqués. Rien n'a été fait. Donc je dirais que statut de victime reconnu, dysfonctionnement du système police-justice, et puis des rapports d'expertise qui sont toujours la pierre angulaire de tout procès, mais qui là, pour la première fois, ont évoqué des notions qu'on ne voyait jamais dans des rapports d'expertise judiciaire, à savoir la notion d'emprise et la notion de syndrome de femme battue. Alors, j'ai repris tout de même quelques lignes des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du docteur Prieur, qui ont été non seulement évoquées, mais entendues par la Cour. Alors, ce psychiatre disait, en parlant donc de Valérie Bacot, l'entretien révèle essentiellement des carences affectives et éducatives précoces. Son histoire infantile est marquée par des carences éducatives sévères, puis par des mauvais traitements physiques et sexuels. Manifestement, les repères fondamentaux structurels semblent faire défaut chez cette femme, chez qui on retrouve une non-différenciation des générations, une non-différenciation entre dangereux et protecteur, des difficultés d'accès au symbolique et donc à la loi. Nous ne retrouvons pas d'éléments cliniques en faveur d'une personnalité obsessionnelle, phobique, psychosomatique classique, mais une altération des capacités d'adaptation avec hypervigilance, anxiété généralisée, réminiscence diurne et nocturne des mauvais traitements subis, attaques de panique, conduite phobique qui confirme
l'existence d'un syndrome de stress post-traumatique majeur chez Madame Valérie Bacot. Nous relevons enfin de nombreux indices mettant en évidence la soumission à une forme de manipulation et d'emprise évidente de toute puissance incarnée par le personnage de son mari, vécu comme un tyran domestique ayant droit de vie et de mort sur chaque personne du foyer, voire restant un élément persécuteur interne au-delà de son décès, ce qui confirme un syndrome de la femme battue avéré. Il a rajouté, et c'est important, et je vais donc vous le rappeler, il a ajouté « C'est bien cet épuisement émotionnel, conséquence de cette hypervigilance permanente et du caractère imprévisible et violent de son époux qui a enfermé Madame Bacot dans la certitude que seul ce geste pourrait lui permettre de protéger ses enfants. Il est à noter ici que ce geste semble ne jamais avoir pu être imaginé pour la sauver, elle, sujet aliéné par l'emprise, mais bien pour sauver ses enfants. Donc, dans le cadre de ma plaidoirie, j'ai été au-delà des conclusions expertales de l'expert judiciaire, psychiatre, Monsieur Prieur, qui a finalement évoqué on va dire une altération du discernement haute, très haute, de Valérie Bacot, mais sans vouloir aller jusqu'à l'abolition du discernement. Pourquoi ? Parce qu'il a estimé qu'aujourd'hui, dans l'ensemble des pathologies qui sont citées pour permettre aux experts judiciaires, psychiatres de se prononcer sur une abolition du discernement, n'était pas inclus cette pathologie particulière du syndrome de femme battue. Et que donc, entre guillemets, dans son répertoire, dans son lexique de psychiatre, il ne pouvait que prononcer en l'état de ce qu'il avait à sa disposition qu'une altération extrêmement haute qui touchait, nous a-t-il dit, à la barre, l'abolition du discernement, mais il ne pouvait pas évoquer avec certitude qu'il y avait une abolition du discernement, non pas, alors qu'il en avait, lui, l'intime conviction, non pas par le fait qu'il pensait qu'il n'y avait qu'une simple altération, mais parce qu'il ne pouvait pas faire autrement en l'état du droit positif. Donc ça, c'était important de le souligner. C'est qu'aujourd'hui, il va falloir une avancée. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai plaidé. Je me suis d'ailleurs appuyée sur l'amendement de Valérie Boyer. Et en quelques mots, je vous rappelle qu'elle a été ce que j'ai plaidé. J'ai indiqué à la Cour le 25 mai dernier, les sénateurs se sont fondés sur l'histoire de Valérie Bacot pour adopter en première lecture une proposition de loi sur l'irresponsabilité pénale, et ce sur recommandation de la Commission des lois. Je travaille sur ces thématiques avec Valérie Boyer, sénatrice, depuis de longues années. Dans cet amendement, il est indiqué que les situations particulièrement dramatiques, comme celle vécue par Valérie Bacot, doivent nous interroger sur nos failles dans la prise en charge et le suivi des victimes, mais aussi sur notre droit. À la lumière de ce qui se passe à l'étranger et aussi de l'évolution de la science,
qui reconnaît et qui décrit aujourd'hui les effets traumatiques des violences répétées. Il a été proposé d'insérer dans l'article 222-14 du Code pénal, qui réprime les violences conjugales habituelles, un nouvel alinéa, ainsi rédigé: l'impact de ces violences sur la victime est pris en compte pour l'application des articles 122.1, 122.2 et 122.5 lorsque sa responsabilité pénale est engagée. En d'autres termes, les violences conjugales qui entraînent des traumatismes certains sur les victimes devront systématiquement être prises en compte comme une cause d'irresponsabilité pénale. Donc, c'est pour cela que dans ma plaidoirie, j'ai plaidé pour la reconnaissance de l'abolition du discernement et demandé donc l'acquittement de Valérie Bacot. Comme vous le savez, cette dernière n'a pas été acquittée, mais l'altération du discernement sous sa forme, on dira la plus élevée, a été reconnue et soulignée par la Cour, ce qui explique aussi ce verdict clément. Enfin, dernière cause pour moi de ce verdict qui a ému la société civile dans son entier, je dirais que ce verdict, c'est aussi une rencontre. C'est un verdict d'humanité et c'est une rencontre de personnalité. D'une part, la personnalité de Valérie. Valérie, vous l'avez entendu, c'est une femme authentique qui provoque une empathie immédiate. Elle était entourée également de ses enfants, des enfants incroyables, d'une résilience incroyable, qui l'ont portée par la force de leur amour. Elle a voulu les sauver et ils l'ont sauvée aussi. Et puis il y a eu autour d'elle un comité de soutien qui était très bienveillant et très structuré. Bien sûr, ses avocates et surtout une présidente de cour d'assises à qui je souhaite rendre honneur, Céline Terme, dont les derniers mots ont été pour Valérie. Elle lui a dit: Madame, la Cour dans son ensemble tient à vous souhaiter de retrouver la paix et la sérénité. Et ces mots d'humanité, ces mots d'une femme présidente d'une cour d'assises française ont été lourds de sens pour moi, et c'est pour ça que même si le combat est encore à faire, c'est pour ça que je pense que nous sommes sur le bon chemin. Merci beaucoup, Maître, pour ce témoignage qui éclaire aussi l'histoire de Valérie Bacot. Et je vais tout de suite, puisque j'ai été déjà trop longue dans mes propos liminaires et dans les questions que j'ai pu vous poser tout à l'heure à l'une et à l'autre, passer la parole aux sénateurs, aux sénatrices qui le demanderont. Et donc je cède la parole immédiatement à Valérie Boyer. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est compliqué, effectivement, de reprendre la parole après Madame Bacot et la plaidoirie de Maître Tomasini. Mais je voulais avant tout vous remercier, chère Annick, pour l'organisation de cette rencontre. Et je sais qu'à l'image de l'ensemble des membres de notre délégation, c'est vrai qu'ici, on fait de la lutte contre les violences conjugales une priorité. Mais je ne peux pas commencer ces propos sans avoir un mot pour Maître Tomasini, dont nous avons écouté dans un silence religieux, j'allais dire l'exposé des motifs, et on comprend pourquoi, eh bien, depuis des années, elle est parvenue à faire évoluer le regard de la société sur les drames qui nous ont été exposés ce matin par Valérie Bacot. Ça fait effectivement 7 ans, comme Maître Tomasini l'a rappelé, que nous tentons d'œuvrer pour faire évoluer la législation.
Madame Tomasini vous a exposé en détail pourquoi il était nécessaire de parvenir à la reconnaissance du syndrome de la femme battue ou de la personne battue. Et effectivement, au moment du procès de Valérie Bacot, le Sénat avait voté cette reconnaissance du syndrome de la femme battue. Et je veux remercier mes collègues qui m'ont soutenue à cette occasion, en particulier la présidente Annick Billon. Et le texte que j'avais soumis dans l'hémicycle avait été par 2 fois modifié à la demande des administrateurs du Sénat. Donc je le dis ici, et je l'avais fait évoluer à leur demande pour qu'ils puissent avoir un avis favorable qu'il avait reçu à 2 reprises en commission et une 3e fois dans l'hémicycle. Je déplore qu'il ait été retoqué à l'occasion non pas du réexamen du texte de l'Union centriste, mais du texte du gouvernement, parce que je voudrais dire, et j'imagine que tous ceux qui ont écouté avec attention Maître Tomasini comprennent qu'il ne s'agit en aucun cas, comme on a bien voulu le dire, et comme le garde des Sceaux l'a dit, d'un permis de tuer, mais bien ce qui est vraiment, excusez-moi, une remarque que je peux qualifier de stupide et de totalement inapproprié, et on l'a bien vu avec la démonstration qui vient de nous être faite. Ce syndrome, il est reconnu en psychiatrie et nous sommes bien face à une altération du jugement. Tous les experts le disent, et je me permets d'insister, comme je l'avais fait dans l'hémicycle, mais sans rencontrer de succès, la seconde fois, qu'on peut lister toutes les irresponsabilités pénales et considérer aussi qu'elles constituent un permis de tuer. C'est complètement idiot. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui reconnaître une réalité. Il y a des situations où des femmes ou des hommes aussi, qui, suite à des violences inqualifiables et répétées, qui durent des années, perdent le contrôle de leurs actes et le discernement. C'est une réalité. Je veux pas revenir là-dessus, mais je voudrais aussi insister sur autre chose qui me semble très important, sur l'instauration de peines planchers pour les violents conjugaux. C'est un thème qu'on a déjà évoqué, mais que je souhaiterais qu'on poursuive et qu'on aille plus loin là-dessus. Et ce qui me surprend dans le témoignage de Madame Bacot, même si je le connaissais pour m'être beaucoup intéressée à cette affaire, et notamment à travers Nathalie Tomasini, c'est toute la série de failles et de manquements. Et bien évidemment, j'imagine que dans toutes nos têtes aujourd'hui, quand on entend ce témoignage, on se demande, mais on est au courant pour Valérie Bacot, mais combien d'autres sont dans la même situation aujourd'hui? Combien d'autres manquements? Comment se fait-il qu'une mineure, après avoir subi ce qu'elle a subi, ait pu aller rendre visite à son bourreau? Avec effectivement, comme l'a rappelé son avocate, un tampon de la République française. Je veux dire, mais on est... c'est au-delà du glaçant. Je veux dire, on est face à un échec de notre système et un système de contrôle. Et c'est vrai que je trouve tout à fait normal qu'on attaque aujourd'hui les institutions qui n'ont pas protégé ce que nous devons protéger de plus cher, c'est-à-dire une mineure qui a subi des violences. Et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Aussi, ça nous montre toute la nécessité aujourd'hui d'aboutir aussi, en cas de violence conjugale, au fait que l'enfant doit être considéré comme une victime et que ça doit être une infraction autonome. Autre sujet pour lequel j'aimerais beaucoup pouvoir avoir l'assentiment de mes collègues. Et enfin aussi un autre sujet qui a été décrit sur le viol, qui est correctionnalisé. Et a fortiori un viol sur mineur. C'est absolument incroyable qu'aujourd'hui, 80% des affaires de viol soient correctionnalisées. Alors on peut expliquer dans un certain nombre de cas ce genre de choses, mais sur une mineure, grâce au texte que nous avons voté au Sénat, ces choses-là ne devraient plus être possibles. Je mets ça au conditionnel parce que je ne voudrais pas qu'on se retrouve avec des témoignages équivalents à celui qui vient de nous bouleverser ce matin, qui nous a été livré par Valérie Bacot. Donc voilà, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je pense que ces 4 sujets doivent faire partie des priorités qui sont les nôtres, et j'espère
qu'à l'occasion d'un autre texte, nous reviendrons sur la qualification, dans la loi, de ce syndrome de la personne battue, parce que ça me semble une avancée majeure pour la protection des victimes, de même sur les enfants victimes aussi en cas de violence conjugale et les peines planchées. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que comme vous, j'imagine que j'ai été touchée à la fois par le témoignage de Valérie Bacot, mais aussi par son ouvrage, son courage touchant. Et le fait qu'à travers son témoignage, eh bien, d'autres victimes peut-être osent aujourd'hui se déclarer. Ça montre aussi toute la limite des politiques publiques, parce que quand on entend, on a voté le cyberharcèlement, notamment avec la captation des téléphones portables, le fait que des papiers d'identité, etc., qui est dans les violences conjugales au Parlement français. Mais on voit bien aussi toutes les limites du dispositif, parce que effectivement, cette impossibilité de lancer un appel au secours, et plus grave encore, quand on lance, de ne pas être entendu. Là, c'est une faillite et une faille qu'il faut absolument combler et qui n'est plus tolérée par la société aujourd'hui, ça je le crois. Donc je voulais remercier Maître Tomasini et Valérie Bacot pour leur témoignage, parce qu'il est évident que la violence commence là où la parole, ou la violence continue là où la parole s'arrête. Et quand la parole est là, et quand la parole est écoutée, mais aussi entendue, comme vous l'avez dit, mesdames, eh bien, on peut parvenir, peut-être pas à réparer dans un premier temps, mais en tout cas à arrêter et à sanctionner les victimes, et à réparer aussi les failles de notre système, et à savoir qu'on n'est pas seul, que vous n'êtes pas seul, et que des personnes vous ont entendu et protégé. C'est quand même le rôle d'un État comme le nôtre de le faire. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Merci, chers collègues. Donc, je vais donner la parole à Dominique Verrien et ensuite, ce sera Laurence Cohen. Merci Madame la Présidente. Merci Madame Bacot d'être venue témoigner, Madame Tomasini de votre engagement de long terme sur ces sujets. Effectivement, quand on écoute votre témoignage et qui vient corroborer d'autres témoignages qu'on peut avoir, les services publics sont assez faillibles malheureusement pour protéger les enfants, pour protéger les adultes, et nous appelons de nos voeux de façon très régulière le fait que les gendarmes et les policiers soient formés à l'écoute, parce qu'effectivement il faut savoir écouter et entendre du coup ce qu'il y a derrière un témoignage, ne serait-ce qu'un témoignage d'enfant. Et donc, soyez assurés, je pense que pour chacune et chacun d'entre nous, que nous continuerons à essayer de faire qu'au moins au niveau des services publics, ces défaillances n'aient plus lieu. Un prochain texte arrive d'ailleurs sur la protection de l'enfance. Je pense que ce sont des choses importantes. Et justement, puisqu'on parle d'enfants, je voulais savoir si vos enfants avaient été pris en charge comme témoins. Alors moi, je milite pour que les enfants témoins soient considérés effectivement comme des victimes pour pouvoir avoir une représentation ad hoc, et puis parce qu'ils peuvent avoir des intérêts d'ailleurs divergents de ceux de leur mère. Je sais que Nicole Belloubet avait envoyé une circulaire dans ce sens-là, mais que pour autant la chancellerie n'a pas du tout envie de voir paraître ça pour l'instant dans la loi. Est-ce que dans votre cas, les enfants ont été pris en charge ou pas ? Et ensuite, sur le syndrome de la femme battue, j'avais juste un tout petit commentaire sur l'amendement, parce qu'on le dit, il faut que la victime soit considérée comme relevant des articles, etc. Sauf que là, en l'occurrence, on ne parle pas de la victime, mais bien de l'auteur, qui doit être considéré comme relevant, puisque c'est bien l'auteur qui subit ce syndrome, et que c'est pour ça qu'il va être considéré comme pénalement irresponsable. Mais c'est bien un auteur et pas une victime qui est pénalement irresponsable, parce que la victime, par définition, elle est pénalement irresponsable. Voilà, c'était juste un petit commentaire. Oui, bien sûr, mais dans le texte, c'est bien de l'auteur qu'on parle. Mais bien sûr que l'auteur est victime, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut dire, mais du coup, il faut bien employer le mot auteur et pas victime dans la première occurrence. Merci, on va continuer.
micro, parce que sinon, ça m'a pas particulièrement choquée, je dois le dire. Attendez, comme on est en visio, enfin non pas en visio, mais en captation, si chacun prend la parole sans allumer son micro, ceux qui sont connectés, non pas en visio, mais derrière le site du Sénat, ne comprendront pas. Donc, je vous prie, s'il vous plaît, Madame Maître, de noter les différentes interventions de Dominique Vérien et Valérie Boyer pour y répondre à la suite des questions ou les interventions qui pourront être posées à la suite. Donc, notre collègue Laurence Cohen et ensuite Laurence Rossignol. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Même si on travaille depuis de nombreuses années contre les violences faites aux femmes, le témoignage que nous venons d'entendre, même si on a lu et on s'est documenté sur ce procès, reste vraiment terrible et très bouleversant. Et moi, je veux remercier Valérie Bacot pour ses paroles, pour le fait d'être venue témoigner devant nous, parce que je trouve que ça doit être très difficile, parce que, y compris... en fait, vous devez à chaque fois redire les choses et c'est quelque part revivre ce que vous avez subi, des violences que vous voulez, à juste titre, oublier, qui sont impossibles à oublier compte tenu de ce que vous avez vécu. Donc vraiment, un grand merci. Et puis merci aussi au travail de votre cabinet et de vous-même, Maître Tomasini, parce qu'effectivement, c'est un long combat qui n'est pas terminé. Moi, je voudrais insister quand même par rapport à ce que vous avez vécu, Madame Bacot, sur vraiment la défaillance, le dysfonctionnement de toutes les institutions. Je trouve que quand même là, il y a une accumulation des dysfonctionnements qui est vraiment terrifiante, quoi. Parce que, vraiment, dans ce que vous racontez, il y a une faillite de toutes et de tous, et à la fois des individus qui sont autour de vous. Je ne parle pas de ce qui constitue votre noyau familial, mais les quelques personnes que vous arrivez à toucher, mais il y a l'institution. Moi, je suis frappée, ça commence, enfin, je ne sais pas si ça commence, mais l'éducation nationale. L'éducation nationale qui ne fait rien, qui ne signale pas. Vous êtes scolarisés, vos enfants sont scolarisés. Vous l'avez dit, je crois que c'est votre plus jeune enfant qui dit les choses avec ses mots. Son enseignante, visiblement, garde ça enfoui en elle, ou je ne sais pas, mais rien. Les assistants sociaux, il n'y en a pas. Enfin, je ne sais pas. Ils sont défaillants, s'ils existent, mais je ne crois pas. Et puis, alors, la gendarmerie, là, je crois que c'est... Dans tous les témoignages, y compris, et dans tout ce qu'on lit d'atroce sur les féminicides, etc., il y a des défaillances et des dysfonctionnements. Mais là, y compris les commentaires qui ont été faits sont... Enfin, je veux dire... là, je n'ai même pas de mots, quoi. Ça surpasse l'entendement. Et effectivement, non seulement, moi j'entends Maître Tomasini quand vous dites poursuite vis-à-vis de l'État, mais il y a quand même, enfin, c'est pas par esprit de vengeance, mais je veux dire, il y a quand même aussi des responsabilités individuelles. Il n'y a pas seulement des responsabilités institutionnelles. Et du coup, moi, ça m'amène au fait que la prise de conscience, là, je parle individuellement des gens qui ne se rendent pas compte, qui ne veulent pas se rendre compte, qui ne peuvent pas se rendre compte de ce que vous vivez vraiment. Et je me dis que ça plaide pour une formation mais spécifique à tous les niveaux, éducation nationale, police, gendarmerie, etc. Et je le dis parce que je pense que là on est convaincus, mais à chaque fois qu'on porte ça dans l'hémicycle, parce qu'on le porte toutes avec nos différences, etc. Mais on le porte, on se bagarre dans l'hémicycle, et notamment vis-à-vis du garde des Sceaux, présent mais passé, on nous dit toujours que c'est en bonne voie. On nous dit toujours que les formations, elles existent, c'est programmé, etc., etc. Enfin, et c'est d'autant plus... ça n'est pas juste par rapport au fait qu'il y a ce qui peut se passer dans les grosses agglomérations, avec quand même, et je mets des guillemets parce qu'il peut se passer les mêmes choses, y compris dans les grosses agglomérations, mais il y a quand même un peu plus de possibilités, et ce qui se passe dans les campagnes.
Vous l'avez très bien décrit d'ailleurs, je trouve. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à continuer à poursuivre cette bataille pour qu'il y ait des référents sur ces questions-là dans toutes les gendarmeries, même les plus petites. Or, on nous dit toujours que oui, c'est bon, c'est en bonne progression, c'est pas vrai. Hein, alors, je veux bien qu'il n'y ait pas suffisamment de moyens au niveau de la gendarmerie, etc. Moi, je veux bien. Mais nous, on est pour qu'il y ait des moyens et qu'il y ait des références spécifiques qui pourraient aider. Mais après, j'ai une autre question, c'est effectivement dans le huis clos de la cellule familiale, et là qui est terrible, dans votre cas, vous êtes en plus dans l'impossibilité vous-même de sortir, enfin d'aller témoigner. Donc là, comment est-ce qu'on peut franchir ces murailles-là, à part par l'intermédiaire de vos enfants, et donc là on voit que ça a été bloqué mais sinon c'est très compliqué. Et du coup, je voudrais terminer par une question. Est-ce qu'aujourd'hui vous bénéficiez d'un accompagnement, d'une prise en charge psychologique, à la fois donc vous et puis chacun de vos enfants, parce qu'il y a besoin effectivement, à mon avis, de ce suivi pour vous permettre de vous reconstruire, et puis pour permettre à vos enfants aussi de se reconstruire, parce que c'est quand même quelque chose de terriblement traumatisant. Voilà. Merci, chers collègues. Si vous le permettez, vous pouvez peut-être noter les questions, et puis on va faire le tour, comme il y a pas mal de collègues qui ont demandé la parole. Donc Laurence Rossignol, et ensuite ce sera Hossein Bourgui et Annick Jacquemet. Merci Madame la Présidente. Je voulais moi aussi à la fois vous remercier de votre témoignage, et vous dire aussi à toutes les deux, et à vous Valérie Bacot, combien les femmes vous sont redevables. Chaque témoignage comme le vôtre, d'abord nous fait toucher à chaque fois. J'ai beau avoir beaucoup vu, beaucoup lu, beaucoup entendu, beaucoup accompagné, chaque affaire comme la vôtre nous fait toucher du doigt l'immensité de la violence et de la haine des femmes. Moi, j'en suis toujours de la perversité, de ce qui se passe. Enfin, en fait, on vit collectivement dans une forme de déni et de silence de l'ensemble des maltraitances qui sont infligées aux femmes et aux enfants. Alors moi, peut-être peu différemment de mes collègues, je ne crois pas que l'institution dysfonctionne, je ne crois pas qu'il y ait des défaillances, des carences. Je pense que l'institution est complice, elle est historiquement complice des violences faites aux femmes et aux enfants. Et je crois que le Code pénal n'a jamais été conçu pour protéger ni les femmes ni les enfants de la domination et de la violence masculine. Jamais. Et comme il n'a pas été conçu pour ça, à défaut de soupçonner d'avoir été conçu pour les protéger, au moins, qui serait peut-être un peu procès d'intention, disons au moins que c'est un angle mort de notre système pénal et judiciaire. Et l'ensemble des principes, des fondamentaux du droit, auxquels nous sommes par ailleurs attachés, pour un certain nombre d'entre eux, sont autant de machines défavorables à la protection des femmes et à la condamnation, enfin, et aux poursuites et aux condamnations des auteurs. Le système pénal fonctionne sur une quasi-présomption de mensonge à l'encontre de la parole des femmes et des enfants. Le fait que le doute profite toujours à l'accusé fait qu'il ne profite jamais aux victimes, et en particulier aux femmes et aux enfants. Et puis, globalement, toutes les femmes qui ont eu affaire aux institutions ont eu à se heurter à ce soupçon systématique de mensonge et de manipulation de leurs propres paroles, des juges, et de manipulation de la parole des enfants. Et cette complicité, je l'ai évaluée à chaque fois qu'il a fallu amener un nouveau sujet sur la table. Je pense à un débat qu'on a eu ici sur le délit de non-représentation d'enfants, comment ce délit permet aux hommes de poursuivre les violences post-séparation,
comment il interdit aux femmes de protéger leurs enfants des violences sexuelles ou physiques qui sont commises contre eux, et le mur auquel je me suis heurtée à chaque fois que j'ai voulu faire adopter des amendements sur ce sujet. Voilà, on m'a toujours expliqué que, bah non, quand même, il y avait des mères qui soustraillaient les enfants au père et que ce délice était bien utile. Je pense à celui-là parce que, enfin, avec les travaux de la commission Durand, on va parler des non-présentations enfants. Voilà, et des affaires. Et votre affaire me fait par ailleurs aussi penser à une autre, elle me fait beaucoup penser à l'affaire Menchez, qui pour moi est une affaire que vous connaissez probablement, Maître Tomasini, qui est une affaire dramatique, et où à chaque étape, tout le monde a tout faux. Tout le monde a tout faux. Donc, c'est une révolution culturelle que vous contribuez à conduire. C'est ça qui est très émouvant et à la fois peut-être un peu, j'espère, gratifiant pour vous. De ce que vous avez vécu, j'espère que vous tirerez de la gratification d'être maintenant une héroïne. Alors, j'ai toujours un peu du mal avec, je féminise tout, mais alors un héros, on voit ce que c'est, une héroïne, on a toujours l'impression que c'est une personnage de roman, mais une femme héros de la cause des femmes. Vous aurez fait avancer la cause des femmes, vous aurez payé un prix très lourd, avant, maintenant, toujours, et en parlant, ce qui fait que le prix est encore... Vous le repayez à chaque fois, comme le disait un instant Laurence Cohen, mais vous êtes de ces femmes qui auront permis à notre société de soulever un peu du voile, du déni, du silence, de l'omerta qui pèse, parce que tout ça n'est pas par hasard. Voilà, c'est pas par hasard si les gendarmeries ont reçu vos enfants. Il y a une carence de la protection de l'enfance, n'en parlons même pas. Des enfants qui viennent dans une gendarmerie, normalement les services sociaux devraient être chez eux le lendemain matin pour voir pourquoi ces enfants sont venus expliquer ça. Enfin, c'est du point de vue de la protection de l'enfance, c'est peut-être le plus énorme dans ce que vous racontez comme carence. Et la carence, elle est à tous les étages. Et cette carence-là, elle n'est pas une somme de fautes, de petites fautes. Elle est un système, elle est systémique. Voilà. Et donc, vous contribuez à déconstruire le système et on vous en remercie du fond du cœur pour toutes celles qui encore vivent des choses comme vous les avez vécues ou d'autres qu'on ignore et qu'on ne soupçonne peut-être même pas, mais qui toutes se résument en fait en une chose, c'est la domination patriarcale et l'énormité des violences sexuelles et physiques commises à l'encontre des femmes et des enfants. Merci beaucoup, chers collègues. Je vais passer la parole à Lucienne Bourgui, qui représente les hommes ce matin. Donc, non, je ne suis pas persuadée non plus. C'était une boutade. Non, c'était une... Ouais. C'était une boutade et je remercie les sénateurs et sénatrices qui s'expriment parce que c'est autant de témoignages de reconnaissance pour vos paroles, Madame Bacot. À vous, merci, Madame la Présidente. Madame Maître, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous et d'avoir témoigné et partagé cette tranche de vie et ce combat que vous avez mené à côté de Madame Bacot, Maître. 4 observations que je voulais partager avec vous. Tout à l'heure, j'ai entendu que Madame Bacot avait, devant la cour d'assises, été écoutée et entendue. Et je pense que finalement, la cour d'assises a sa façon, en l'écoutant, en prononçant la sanction qu'elle a prononcée, clémente, et les propos qui ont été tenus par la présidente, que vous avez rappelé tout à l'heure, finalement, essayer de rattraper les erreurs et les fautes que d'autres institutions avaient commises avant elle. Ces institutions, j'en vois 3. La première, c'est l'éducation nationale, cela a été rappelé. La seconde, c'est la gendarmerie nationale. Et la troisième, ce n'est pas une institution, mais ce sont les habitants. C'est la société, finalement, les habitants de ces 2 villages où vous avez vécu. Ce sont des villages de quelques milliers d'habitants, parce que j'ai beaucoup lu des articles de presse et puis le livre que vous avez bien voulu écrire. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que je me suis dit, si c'était dans une grande ville, on aurait dit c'est l'anonymat des grandes villes. Elle était recluse chez elle, dans un immeuble. Mais dans un village, tout le monde se connaît. Et ce qui m'a beaucoup interrogé, beaucoup frappé, c'est comment ça se fait que ces quelques centaines
ou quelques milliers de personnes qui habitent autour de vous n'ont pas eu le réflexe d'alerter, de se poser des questions ou d'interroger. Et finalement, la cour d'assises a essayé de répondre à ces défaillances et à ces fautes, parce que ce sont des fautes qui ont été commises à votre endroit, madame, et à l'endroit de vos enfants. Deuxième observation que je voulais faire dans le prolongement de la première, j'ai la conviction profonde que tant qu'il n'y aura pas une décision de justice qui retiendra la responsabilité, fût-elle symbolique, de l'Éducation nationale, de la gendarmerie ou de la police, nous n'avancerons pas. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de lister les défaillances et les erreurs qui ont pu être commises. Je ne dis pas qu'il faut aller battre monnaie en faisant condamner le ministre ou les personnes qui étaient en fonction à l'époque, mais il me semble que tant que la responsabilité symbolique d'une institution n'est pas retenue dans une décision de justice, on ne provoquera pas le sursaut qui doit avoir lieu partout où des hommes et des femmes remplissent une mission de service public et peuvent être confrontés à des publics qui sont donc confrontés à ce type de situation, à ce type de risque. Et le jour où vous aurez des décisions de justice qui retiendront la responsabilité symbolique, morale de telle ou telle institution, peut-être que des instructions plus fermes seront données en haut lieu et redescendront sur le terrain. Troisième chose que je voulais dire, tout à l'heure vous avez été interrogé sur la connaissance ou la méconnaissance de dispositifs ou d'associations qui peuvent exister, ce qui me fait penser qu'il faut absolument que nous insistions les uns et les autres pour que les associations aillent dans les établissements scolaires à l'occasion des cours qui peuvent être organisés, des interventions qui peuvent être organisées dans le cadre du CESC, qui est le Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, qui existe dans chaque collège et dans chaque lycée. Chaque collégien, chaque lycéen qui a cette information, elle peut être utile, soit pour lui, soit pour sa maman, soit pour ses frères et sœurs, soit pour un camarade de classe ou une camarade de classe dont la famille pourrait être confrontée à ce type de situation.